maire de Tourcoing, premier vice-président à la communauté urbaine chargée du développement, et puis voilà, aussi responsable de la scène de la ville renouvelée qui nous accueille ici, donc à travers ce lieu, l'Imaginarium, que peut-être beaucoup d'entre vous découvraient à l'occasion de ce colloque. Alors, je veux d'abord, en quelques mots, remercier un certain nombre de personnes, de personnalités. J'irai vite, on n'est pas là dans un exercice protocolaire, mais quand même, saluer bien sûr M. Didiot, donc, qui est à mes côtés, donc directeur général peut-être, oui, de la Société de l'Oiseau du Nord, partenaire de ce colloque. Je veux aussi mentionner Imo Champ, donc, qui est aussi partenaire, financeur de cette initiative, saluer aussi un certain nombre de médias, dont le journal Le Monde, qui est aussi partenaire, et puis remercier pour leur implication qui a été tout à fait décisive dans l'organisation de ce moment que nous entamons, que nous partageons à l'occasion de cette ouverture. Je veux parler bien sûr de Caroline Lafégie, donc pour l'initiative de Design for Change par essence, puisqu'elle en est l'initiatrice, et donc c'est autour de son initiative et de ce qu'elle propose que nous nous sommes rassemblés et noués, donc un partenariat qui fait que nous sommes là aujourd'hui, en lien bien sûr avec Lille Design, donc marque et filière du design porté, on va dire, initié par la communauté urbaine, avec d'autres partenaires, et la région en particulier, mais je souhaite donc dire à ce moment la contribution aussi tout à fait décisive de Colette Huven, élue à la fois à la ville de Tourcoing et à la communauté urbaine, et qui suit à mes côtés notamment ces sujets. Je voudrais aussi remercier donc Isabelle Wieniewski, qui a aussi été très très présente dans les services de la communauté urbaine pour permettre donc cette initiative, et puis aussi la ville de Tourcoing, qui a apporté aussi une contribution tout à fait décisive, notamment à travers l'implication de Florence Lavie. Alors, donc nous sommes là pour ouvrir ce colloque, qui est lui-même la première étape de tout un processus qui sera présenté dans quelques instants, il n'appartient pas de le faire, mais je voudrais simplement dire pourquoi, pour nous, cela avait du sens que cela se passe ici, maintenant, dans notre agglomération et dans notre région. Et en même temps, je dis agglomération, notre région, et le monde, puisque nous sommes là sur une initiative qui vient chercher, qui va capter, qui propose en tout cas à des acteurs donc dans ce champ large du design, venant du monde entier, de venir réfléchir avec nous sur un certain nombre de questions tout à fait fondamentales. Alors pourquoi ça a du sens, ici et maintenant, dans notre agglomération et dans notre région? Je vais aller à l'essentiel. D'abord parce que nous avons... je crois maintenant, on peut le dire, décidé. Notre présidente, d'ailleurs, Martine Aubry, le revendique maintenant elle-même, avec le vocabulaire associé, que nous sommes une métropole qui envisage son développement, son avenir, autour notamment des industries donc, créatives, autour de cette rencontre dont nous attendons beaucoup, de cette rencontre de la 4e dimension, si on peut dire, entre l'art, la science, les technologies et l'entreprise. Et nous sommes ici dans un lieu d'imaginarium qui a été pensé, qui a été fondé, qui a été construit autour justement de cette rencontre, de ces 4 dimensions que nous mettons au cœur finalement de la turbine de ces industries créatives, et plus globalement, je crois aussi, de la volonté d'imaginer à la fois la métropole, la région, mais sans doute aussi le monde, à travers cette exigence de l'innovation et de la créativité. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc, ça, je crois que ça a amené forcément une rencontre, au-delà des rencontres personnelles, des rencontres donc entre Design for Change et puis Lille Design et toute cette stratégie que nous commençons à mettre en œuvre maintenant depuis quelques années. Alors, deuxième élément que je voulais mettre au cœur de ces réflexions, c'est que, introductive en quelque sorte, c'est qu'il est évident que nous sommes dans un moment un peu déroutant, dans un moment où on sent bien maintenant de manière irréversible qu'un ancien monde est en train de
partir, de nous quitter, le monde issu en grande partie de l'épopée industrielle autour des grandes industries, on va dire, traditionnelles. Et ici, vous êtes dans un lieu, dans une ville, dans une région qui, pendant des siècles, s'est constituée autour quasiment d'une industrie, ici le textile. Et lorsque ce textile traditionnel est parti, eh bien, c'est fondamentalement la question identitaire du territoire qui a été posée. C'est-à-dire, finalement, nous étions une ville textile, tout nous ramenait et était finalement cohérent avec cette activité, que ce soit sur le plan de l'architecture, de l'urbanisme, bien sûr de l'économie, mais y compris sur le plan social. Et lorsque le textile traditionnel, finalement assez violemment, en quelques années seulement, est parti de ces terres pour aller dans d'autres coins du monde, c'est bien la question d'identité qui est posée. Et je crois que fondamentalement aujourd'hui, si on extrapole cette question au sujet de la France, mais peut-être d'ailleurs aussi à la question européenne, je crois que c'est cette question qui est posée, c'est finalement autour de quoi aujourd'hui le développement se conçoit et donc quelle perspective nous donnons à tracer et à penser pour les citoyens de notre temps et aussi d'ailleurs pour la jeunesse, bien évidemment. Donc je crois qu'il y a autour de ces questions-là plusieurs voies possibles pour s'interroger. C'est d'abord, bien sûr, avoir conscience du monde qui nous quitte, mais en même temps être finalement stimulé, j'allais presque dire excité, par l'idée qu'un nouveau monde est en train aussi de se dessiner. Et on voit bien que les mutations, on parle beaucoup de crise, improprement. Je crois que fondamentalement, ce qui se passe, ce sont des mutations fondamentales qui font que nous ne sortirons pas demain comme nous sommes entrés dans cette période. Et quelques exemples. Il est évident que la mobilité est un sujet qui a complètement révolutionné la perception même que nous avons de là où nous sommes et des enjeux qui nous lient au reste du monde. La question des diversités. Nous sommes sans doute dans une époque qui, comme jamais, affirme la question de la singularité de la personne, avec son histoire, où on revendique ce que l'on est à travers l'histoire de sa famille, à travers son histoire sociale, mais en même temps revendiquant que la société réponde à nos demandes singulières. Il y a l'affirmation de l'individu dans cette singularité. Un élément qui vient questionner, par exemple, les services publics de manière tout à fait fondamentale et qui vient bousculer nos systèmes et nos modèles. Autre exemple, c'est bien sûr, dans le champ de la diversité, le fait que nous ayons à côtoyer, aujourd'hui je crois, là aussi de manière irréversible, des femmes, des hommes, dont les cultures se sont parfois enracinées ou font écho avec d'autres pays du monde. Une ville comme Tourcoing est la ville de Tourcoing, mais en même temps, elle est un fragment du monde, avec tout ce qui l'anime, j'allais dire à la fois en richesse, mais aussi potentiellement en conflit, et même potentiellement en repli sur les questions identitaires, d'ailleurs, que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, autre exemple, c'est bien sûr ce que produit le numérique, qui n'est pas qu'une technologie, qui est aussi aujourd'hui le vecteur d'un certain nombre d'évolutions, de mutations, là aussi, tout à fait fondamentales. Quand on pense une question comme le commerce dans la ville, on ne peut pas aujourd'hui penser cette question sans penser à la manière dont le modèle économique, que ce soit du commerce de proximité, de la grande distribution ou de la vente à distance, comment ce modèle est complètement percuté aujourd'hui par le numérique. Autre exemple de ces mutations tout à fait fondamentales. Mais c'est aussi le rapport qu'on a à la question de l'environnement. Aujourd'hui, citoyens du monde, en 2012, nous savons très bien que nous ne pouvons pas penser les décisions que nous prenons aujourd'hui, la conception que nous avons de la ville, par exemple, sans imaginer les conséquences de nos décisions pour les générations qui viennent sur la question fondamentale de l'environnement. Eh bien, sur tous ces enjeux, sur toutes ces questions, sur tous ces leviers finalement d'une mutation dont on commence à peine finalement à comprendre quels en sont les contours, eh bien je crois que nous avons impérativement besoin de prendre le chemin
j'allais dire, du designer, pour bien sûr faire le lien avec ce qui nous relie. C'est-à-dire prendre le chemin qui va nous imposer finalement l'exigence de la créativité, de l'innovation, pas simplement sur le plan économique et technologique, y compris sur les questions sociales, y compris sur les questions sociétales. Et donc, lorsque la perspective de ce temps d'échange, de travail, de confrontation aussi, sans doute, nous a été proposée, prenant appui sur des quartiers de nos villes, sur 6 quartiers de nos villes, pour venir finalement interroger sur la question de la diversité, sur la question du rapport de la ville à l'agriculture, donc question qui est bien sûr très importante dans nos villes industrielles, en même temps qu'elle peut paraître étonnante, posée comme elle l'est. Voilà, enfin, 2 sujets parmi les 3 qui sont à l'ordre du jour de nos travaux futurs. Eh bien, je crois qu'on est fondamentalement dans ce que, pour nous, la démarche imprimée à travers la filière du design peut effectivement apporter. C'est-à-dire à la fois l'idée que nous devons être finalement concrets, que nous devons produire, que nous devons prototyper, que nous devons inventer. Il y a donc cette exigence de ne pas être simplement devant un exercice de funambule ou de jongleur de concepts excitants dans un colloque, mais de faire le rapport entre la réflexion, les interrogations, peut-être aujourd'hui les incertitudes que l'on doit assumer sur ce que l'on perçoit des évolutions du monde du moment, mais en même temps avec cette exigence de ramener ces réflexions, ces questionnements à comment on fait, comment on conçoit, comment on construit, comment finalement donc on envisage le passage à l'acte. Et je crois que c'est ce que nous avons mis au cœur de notre travail dans l'Île Design, c'est-à-dire sur quelques thématiques, sur les textiles, bien sûr, le lien avec à la fois l'histoire et le futur, l'espace urbain, qui est le lieu, ou l'un des espaces, bien sûr, à partir desquels on doit penser aussi le lien social, c'est-à-dire aussi le rapport aux autres, c'est-à-dire aussi donc le partage, élément fondamental dans la construction même de la société, mais aussi la question du commerce, mais aussi, par exemple, la question de la santé. Voilà 4 grands sujets sur lesquels nous avons décidé tout particulièrement de travailler. Et donc, aujourd'hui, la belle alliance entre Design for Change et puis l'Île Design eh bien, va nous permettre d'engager ce travail sur plusieurs mois, qui va nous permettre donc dans quelques temps, je crois à l'été 2013, de nous retrouver devant un certain nombre de propositions avec les regards croisés, je le disais tout à l'heure, à la fois force de dialogue et d'échange, de partage, mais aussi peut-être de confrontation dans la manière d'aborder les quelques sujets donc, que je viens d'évoquer. Donc le choix, et j'en termine là, le choix fondamental que nous faisons dans la complexité du monde, mais aussi face aux interrogations qui sont inquiètes des habitants, parce que de l'autre côté de la fenêtre, il y a la ville, il y a les habitants qui aujourd'hui se posent des questions sur où allons-nous, où va notre pays, où va notre industrie, comment s'envisage aujourd'hui le rapport précisément à la diversité, à l'environnement ou aux autres. Toutes ces questions, ce ne sont pas des questions théoriques, ce sont des questions qui tous les jours, de manière parfois confuse, parfois aussi virulentes, sont posées par les habitants de nos cités. Le rapport aux autres, le droit à la différence, c'est un des sujets qui est proposé. Comment, dans une France, dans une métropole qui aujourd'hui est incapable de poser, par exemple, sereinement, tranquillement, l'accueil des populations roms, comment faisons-nous pour construire ce droit à la différence, ce regard sur les autres? Voilà, pas naïvement, pas dans l'angélisme, mais en même temps les pieds dans la réalité et avec l'exigence de construire donc des réponses innovantes et créatives. Voilà, c'est
un petit peu de cette manière-là que nous avons souhaité donner le coup d'envoi de ce travail, parce que je crois que c'est là véritablement le mot qui convient, d'une longue séance de travail, avec des apports venant, on a dit, des 4 coins du monde, et ça c'est une vraie force d'avoir su d'ailleurs nous le proposer. Et donc nous sommes aujourd'hui impatients de voir comment ce travail s'engageant, il va aussi donc nous éclairer sur ces sujets fondamentaux que vous allez reprendre dans quelques instants. Mais s'il vous plaît, voilà, ne transigez pas d'aucune manière sur votre liberté d'imaginer, sur votre liberté de penser, sur votre liberté d'innover, parce que je crois de manière irréversible, on peut dire que le monde qui se dessine, le monde que l'on veut construire aussi autour d'un certain nombre de valeurs, et c'est important de parler aussi de valeurs, nécessite qu'on prenne effectivement ces chemins un petit peu de traverse, mais qui viennent allier, comme j'ai dit tout à l'heure, le regard qui mêle l'artiste, le scientifique, celui qui est aussi dans le domaine des technologies, et bien sûr aussi avec la réalité d'une économie elle-même en plein bouleversement. Voilà ce que je voulais dire au nom à la fois de la métropole et de la ville de Tourcoing. On pourrait prendre plein d'exemples sur lesquels aujourd'hui nous travaillons pour imposer cette manière d'envisager les réflexions pour l'avenir, et donc ce choix absolument fondamental que nous avons fait d'imaginer le développement d'une ville en pleine mutation, encore remplie de plaies des crises du passé, mais qui en même temps, regardant devant, regardant les défis de l'avenir, a décidé de finalement miser sur des dynamiques nouvelles, notamment autour de ces industries créatives. Vous êtes ici, dans la pleine image, dans un des lieux d'expression, précisément, de ces industries créatives, mêlant la connaissance, mais encore une fois, l'entrée pour nous, c'est l'entrée par le regard de l'artiste, et ça je crois que dans le monde et la France d'aujourd'hui, c'est important de l'affirmer comme étant un vrai choix politique. Merci. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de ces mots introductifs. Encore une fois, un grand remerciement à toute l'équipe qui a permis, l'équipe de Lille Design for Change, qui a permis de monter cette occasion et cet événement avec vous. Je tiens également à remercier beaucoup tous ces étudiants qui sont venus d'un petit peu partout. Et je voulais vous dire qu'on avait vraiment besoin de vous, et moi en particulier, j'ai vraiment besoin de vous. Donc je compte sur vous, je compte sur vos cervelles, sur vos neurones qui vont certainement travailler en parallèle pour inventer demain ce dont nous avons besoin. Alors, je vais juste peut-être présenter en quelques mots les Eaux du Nord, que vous sachiez pourquoi on est partenaire, parce qu'en fait, je crois que c'est ça qui est important. Et au-delà de ce que vient de dire Michel-François Delannoy, je crois qu'il faut avoir en tête que le design, évidemment, quelque part, a une vocation à contribuer au développement économique des territoires et évidemment à créer le business de demain des entreprises. Donc c'est pour ça que nous sommes partenaires de Lille Design for Change. C'est pas simplement par philanthropie ou parce que le design m'intéresse ou parce que j'ai envie de voir des belles choses. D'ailleurs, ce qui nous préoccupe ne sont pas les belles choses, mais sont plutôt les services de demain. Donc nous sommes dans une autre dimension du design qui est peut-être pas suffisamment, d'ailleurs, j'allais dire, comprise par le grand public. Alors, nous sommes opérateurs du service public de l'eau potable sur la métropole. Donc on peut effectivement, d'un premier coup d'œil comme ça, se dire que c'est une alliance assez improbable entre le service public de l'eau potable et le design, et je vais tâcher de vous expliquer en quelques mots pourquoi c'est pas du tout improbable, et c'est même absolument incontournable aujourd'hui. Cette société a une centaine d'années. Donc 100 ans, c'est vieux à l'échelle de l'homme, et c'est à la fois très court à l'échelle de l'histoire du territoire. L'île, en fait, est née de l'eau. C'est une fille de l'eau, comme beaucoup de grandes cités européennes qui se sont construites sur un territoire particulier, accueillant pour l'homme, qui permettait de faire du commerce, qui permettait de se développer. Et donc, toute la ville, finalement, s'est développée sur cette thématique de l'eau. L'île, pour ceux qui ne sont pas d'ici, c'est island, en fait. Hein, c'est une île, quoi. Donc, c'est pour ça que nous sommes extrêmement attachés à l'eau dans ce territoire. Je voudrais juste faire un petit rappel historique de la société. Pourquoi elle est née, cette société des Eaux du Nord? Tout simplement parce qu'il y avait un besoin. Elle est née en 1912, et en 1912,
l'eau du robinet, ça semble très banal, mais c'était à peu près aussi high-tech que l'Internet à haut débit aujourd'hui. Personne n'avait l'eau du robinet dans sa maison. Ça semble juste incroyable, mais en 1966, il y a eu plus de 2000 morts du choléra à Lille. En 1915, il y a eu plus de 250 morts de la fièvre typhoïde dans l'île, tout simplement parce que le problème de salubrité n'était pas réglé. Donc, des enjeux comme cela sont des enjeux qui sont évidemment très politiques au sens de l'organisation de la vie dans les territoires. Donc, cette société, en fait, a vu le jour en 1912 pour assurer d'abord la salubrité pour régler un problème de santé publique sur le territoire. Mais pas uniquement, c'était aussi, et dans certaines villes, comme justement Roubaix et Tourcoing, c'était aussi pour le développement et surtout pour le développement économique des territoires. Parce que faire du textile sans eau, c'est juste pas possible. Et faire du textile sans personnel, qui vient du coup des campagnes, qui migre vers les métropoles, c'est juste pas possible non plus. Donc il y a un flux migratoire qu'il faut gérer, et il y a d'énormes besoins d'eau sur une métropole comme celle-là. Donc il a fallu accompagner ce développement économique, ce développement urbain, et faire en sorte que ce service public de l'eau, finalement, passe d'une logique d'hygiéniste à une logique de développeur économique du territoire et accompagne tout ça. Et puis évidemment, le temps a passé, le temps a laissé des cicatrices d'ailleurs, hein, on le voit malheureusement aujourd'hui dans la métropole, il y a eu toute une phase de déclin du textile, d'autres industries évidemment, et on se retrouve aujourd'hui avec des friches industrielles qui sont quelque part des séquelles, des stigmates sur le territoire, et qui ont laissé derrière elles un héritage dont on aurait aimé se passer. Et c'est également un lien avec l'eau, parce que ces sites industriels sont souvent des sites qui ont pollué notre environnement. Et la reconquête de la qualité environnementale sur les friches, c'est un enjeu qui est extrêmement complexe. Et on s'aperçoit aujourd'hui que, pour tout un tas de raisons, des tas de friches ont continué à diffuser leur pollution dans les sols et ont quelque part commencé à attaquer la qualité de la ressource en eau sur cette métropole même. Donc on voit bien que aujourd'hui, à la suite de cette histoire compliquée et mouvementée, l'un des enjeux pour le service de l'eau à Lille, c'est de reconquérir la qualité de sa ressource en eau. Alors évidemment, l'eau du robinet, c'est pas l'eau qui tombe du ciel ou c'est pas l'eau qu'on pompe directement dans la nappe. Il y a tout un tas de traitements industriels à mettre en place pour qu'elle soit potable. Mais vous voyez à quel point, finalement, c'est un cycle tout ça. Je veux dire, on vit sur un même territoire, tout est lié, tout est interconnecté. Donc il faut vraiment avoir cette idée en tête. Et aujourd'hui, comprendre que l'enjeu de l'eau, finalement, à Lille, l'un des enjeux, c'est la reconquête de la ressource en eau, la protection de cette ressource en eau. Un autre enjeu qui a été également évoqué, c'est finalement l'accès à l'eau pour tous. On s'aperçoit qu'il y a une diversité de publics dans un territoire complexe comme celui de la métropole lilloise, qui fait que l'accès à l'eau pour tous est un défi. Pour certains, c'est une évidence. Pour d'autres, ça commence à devenir compliqué de payer sa facture d'eau. Et on parlait des Roms, qui est un vrai sujet d'actualité. Quand on réfléchit à cette population-là, quel accès à l'eau ont-ils? Quel accès à l'hygiène ont-ils? C'est extrêmement compliqué. Ce sont des choses auxquelles on n'a pas encore trouvé de bonnes réponses. Donc l'accès à l'eau pour tous, ça fait partie des sujets que j'aimerais que vous puissiez intégrer dans votre réflexion. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait majeur. Puis l'autre chose, c'est de redécouvrir que finalement ces villes sont nées de l'eau, puisqu'on a beaucoup tourné le dos à l'eau, on l'a cachée, on l'a mise sous des chaussées, sous des bâtiments, on ne la voit plus. Et aujourd'hui, on se pose la question, en termes d'aménagement du territoire, en termes d'urbanisme, à faire revenir l'eau dans la ville. C'est un des grands enjeux aussi de la métropole, ça. Cette affaire du plan bleu, mais même au-delà de ça, je veux dire, on s'aperçoit que l'eau est un facteur d'attractivité du territoire très important, à condition évidemment qu'il soit bien géré, que tous les usagers, tous les citoyens aient été pris en compte dans leurs différentes attentes par rapport à ça. Donc cet aspect de l'eau dans la ville est à mon sens aujourd'hui probablement le troisième enjeu, après la protection de la ressource et l'accès à l'eau pour tous, le troisième grand enjeu de l'eau dans cette métropole. Donc c'est pour ça que dans ce qui va être les travaux qui vont vous être proposés sur les différentes thématiques qui ont été identifiées dans l'Île Design for Change, en tant que partenaire, j'aimerais que vous puissiez intégrer ces trois enjeux dans vos réflexions et dans vos propositions, puisque c'est vraiment là qu'on vous attend, puisque c'est par vous et c'est grâce à vous qu'on va quelque part inventer le service public de l'eau de demain. Donc c'est sur des réflexions très concrètes autour de ça que vous êtes attendus. Alors, notre engagement, j'allais dire, aux côtés de la démarche du design n'est pas d'aujourd'hui. Je vois d'ailleurs avec plaisir que Mourad Orad est là. Il est le représentant d'une entreprise de design locale, Pangé Design, qui travaille avec nous depuis maintenant longtemps. On est en train d'ailleurs de créer d'autres partenariats au sein de l'entreprise pour implanter plus fortement le design au sein de l'entreprise.
Mais nous avons également récemment terminé un concours d'idées avec des étudiants, avec d'ailleurs la SEM Ville Renouvelée, sur le thème de l'eau, facteur de lien social dans la ville. Donc ce concours d'idées a permis de faire travailler ensemble des étudiants de différents horizons. Et là, encore une fois, on retrouve la question de la diversité. On s'aperçoit que la richesse est souvent, en fait, le résultat de la diversité. Et ces équipes étaient pluridisciplinaires, avec des designers, avec des ingénieurs, plutôt de type, on va dire, technicien mécanique des fluides, aménagement urbain, vous voyez, des ingénieurs agronomes, et puis aussi des étudiants en sciences politiques. Parce qu'évidemment, une ville, c'est avant tout des hommes, et c'est donc des hommes qui ont des relations entre eux. Donc il est absolument fondamental, dans le design aujourd'hui, d'intégrer cette notion de sociologie des organisations, de politique d'un territoire. Sinon, ça n'a pas de sens. On fait des belles choses qui ne servent à personne. Donc c'est pas ça qu'on cherche. Donc ces équipes pluridisciplinaires ont beaucoup travaillé sur cette idée de l'eau facteur de lien social, sur un site qui est également très emblématique, c'est le site de l'Union, hein, qui est, on y est quasiment d'ailleurs, hein, on est en plein dedans. Donc vous pourrez, je pense, avec profit, regarder ce qui s'est fait dans ce concours d'idées pour intégrer un petit peu des réflexions de vos collègues, je pourrais dire. Précédemment, vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes. Alors pour revenir de façon plus concrète aux propositions, aux axes, aux réflexions qui sont proposées par l'Indesign for Change, je voudrais revenir sur le thème de l'agriculture urbaine, qui est un thème aujourd'hui qui me semble tout à fait d'actualité. Effectivement, la métropole lilloise est une métropole urbaine, mais on oublie aussi, enfin on oublie, on le dit peut-être pas suffisamment souvent, c'est qu'il y a une agriculture périurbaine qui est extrêmement importante. Et cette agriculture périurbaine a des interactions sur la ressource en eau très fortes, puisque nos ressources en eau sont également locales. L'eau est un produit qui est par construction locale. On ne transporte pas de l'eau sur des milliers de kilomètres comme l'électricité. L'eau, c'est lourd. 1 mètre cube, ça pèse 1 tonne, donc on ne transporte pas de l'eau comme ça. On gère localement. Or, cette agriculture périurbaine, on s'aperçoit que si on veut qu'elle soit, j'allais dire, durable, pérenne et respectueuse finalement des enjeux qui sont ceux de la préservation de la ressource en eau, il va falloir qu'elle évolue, cette agriculture périurbaine. C'est absolument certain. Il va probablement se poser le problème de la productivité de cette agriculture. Il va donc se poser le problème finalement de la nourriture des villes, si on ne veut pas non plus être dans une logique de transport, de mobilité des marchandises accrues, et donc on en vient au circuit court. Il faut inventer des façons de nourrir ces villes en circuit court, en ayant ces contraintes environnementales, et en tirant probablement beaucoup plus parti des zones qui sont totalement urbaines, dans lesquelles on pense que l'agriculture n'est pas possible, alors qu'en réalité, elle est possible à condition de la penser un petit peu différemment. Et donc sur ce plan-là, je pense qu'il y a des choses, il y a vraiment des choses à inventer, et vous pouvez, à mon avis, les inventer avec tous ces brillants cerveaux qui sont dans cette pièce. Je ne doute pas qu'on va avoir des propositions tout à fait intéressantes sur ce point de l'agriculture urbaine. Le deuxième point qui me semble tout à fait en lien entre l'eau et les thématiques, c'est la création d'ambiance urbaine dans la ville. On s'aperçoit qu'évidemment, l'attractivité d'une ville est souvent liée à l'esprit, à l'âme de ses quartiers, de ses lieux de vie, de ses espaces publics. Et je pense qu'on peut considérablement modifier l'ambiance d'une ville à travers la présence de l'eau dans la ville. C'est évident. Et l'eau peut être présente sous toutes ses formes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pris le train pour arriver à l'île Europe récemment, mais il y a un bel exemple d'une façon de faire une ambiance urbaine au pied des escalators, avec ce nuage de brume de Fujiko Nagaya, qui est quand même une merveille de poésie. Je vous encourage à aller la voir, parce que vous allez voir un nuage de brume qui évolue en fonction du vent, en fonction des gens qui sont dedans, et on s'aperçoit que l'eau sous forme de nuage crée une certaine attractivité et favorise le lien social à cet endroit-là, parce que des discussions s'engagent de personnes qui vont prendre le train, de personnes qui sortent du centre commercial, qui ont fait leurs courses, qui sont attirées par ce nuage, qui viennent voir. On se retrouve un peu perdu au milieu de tout ça et on se met à discuter. Donc ça peut être facteur de lien social, ces choses-là. Donc l'eau sous forme de brume, bien entendu, les fontaines, je crois que tout le monde a en tête les magnifiques fontaines italiennes avec ces merveilleux films de Fellini où il se passe de telles choses dans les fontaines. Donc les fontaines en ville, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Et quand on regarde sur la métropole, finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas tant de merveilleuses fontaines que ça en ville. Donc je pense qu'on peut probablement réinventer aussi la place de la fontaine en ville, avec des côtés certainement aussi plus ludiques. Je
pense qu'il faut, certains enfants malheureusement n'ont pas la chance de partir en vacances l'été, donc peut-être qu'on peut imaginer des multi-usages pour ces fontaines, pour faire en sorte que l'hiver ce soit pourquoi pas des patinoires quand c'est gelé, et puis l'été des pataugeoires. Donc il y a des villes qui réfléchissent à ça. Je sais que la ville de Nantes a beaucoup réfléchi sur cette problématique de pataugeoires, patinoires, donc certainement des choses à creuser. Donc on voit que l'eau dans la ville, sous toutes ses formes, est créatrice d'ambiance, peut modifier considérablement l'attractivité du territoire. C'est un autre sujet sur lequel je pense qu'il faut travailler. Ensuite, le lien social dans la ville. Je pense que ça, c'est peut-être un des enjeux politiques majeurs aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces villes qui sont finalement très morcelées, très disparates, avec des diversités de quartiers, avec certains quartiers qui n'existent plus, qui sont en reconstruction, comme le site de l'Union. C'est très bien de recréer une vie dans le quartier, mais comment est-ce qu'on fait de la couture urbaine entre tous ces quartiers? Il faut être capable que les gens qui habitent là se parlent avec les autres, ne pas créer des ghettos dans la ville. Et donc, sur cet aspect-là, je pense qu'on peut aussi réfléchir à un service public de l'eau qui crée du lien social entre ces quartiers. Je peux citer une expérience récente que nous avons mis en œuvre à Lille. Un lavoir solidaire, par exemple, c'est un lieu où tout le monde peut venir, moyennant des tarifs différents, laver et sécher son linge, et en même temps profiter d'un espace de convivialité où, par exemple, des étudiants qui payent beaucoup moins cher qu'ailleurs le lavage de leur linge peuvent faire du soutien scolaire à des enfants de maman qui lavent leur linge parce qu'elles n'ont pas de machine à laver chez elles. Donc c'est aussi un endroit pour faire du lien social. Voilà. Donc je voulais juste vous dire qu'on a beaucoup d'espoir dans ce travail qui démarre aujourd'hui, et je compte vraiment sur vous pour venir avec des nouvelles idées pour alimenter le service public de l'eau de demain, pour que tout le monde puisse en bénéficier, et en particulier les habitants de la métropole. Merci beaucoup à vous.